Bienvenue sur Africa 24, les titres de l'actualité de ce jeudi 3 septembre. Après 3 ans sans Parlement, l'Égypte va procéder à des élections législatives avant la fin de l'année. Le dépôt des candidatures a été ouvert ce mardi 1er septembre et pour une période de 12 jours. Nouvelle attaque des islamistes Shebab contre une base de l'Amisom dans le sud de la Somalie. Le bilan provisoire fait état de 50 soldats tués et une centaine d'autres disparus. Direction Brazzaville en fin d'édition avec un focus particulier sur le designer Eric Kanga et le monde de la sape, un univers qui ravit depuis des années les passionnés de mode africaine. Mais avant de développer ses titres 9 ans après le premier mandat d'arrêt international à son encontre, Bosco Ntaganda comparaît depuis ce 2 septembre devant la Cour pénale internationale de La Haye. Jugé pour crime de guerre en République démocratique du Congo, l'ancien chef de guerre doit répondre de 18 chefs d'accusation, dont ceux d'assassinat, viol, pillage et enrôlement d'enfants soldats. Général dans l'armée congolaise de 2007 à 2012, Bosco Ntaganda était le fugitif le plus recherché dans la région des Grands Lacs jusqu'à ce qu'il se rende en mars 2013. Au cours de son procès, l'accusation devrait présenter plus de 8000 documents, dont des rapports d'experts, extraits vidéo et déclarations. Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, plaide non coupable. L'actualité en Côte d'Ivoire où des frondeurs au sein du FPI, le Front populaire ivoirien, menacent de boycotter l'élection présidentielle d'octobre 2015. Et c'est la candidature de Pascal Affi-N'Guessan qui divise le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire, la scission au sein du Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, reste visible. La candidature de Pascal Affi-N'Guessan divise l'ancien parti au pouvoir. Une faction du parti a en effet décidé de boycotter l'élection présidentielle. Des positions contradictoires à la base d'une rude bataille pour le contrôle de la principale force d'opposition du pays. Comment repositionner le parti? Devons-nous choisir de rester dans une logique de confrontation, d'affrontement avec le pouvoir, ou au contraire, devons-nous nous engager dans le processus de réconciliation nationale, de normalisation, qui était appelé par tout le monde. Personnellement, j'ai proposé et je continue sur la voie du dialogue, de la réconciliation. Parce que j'estime que le pays a trop souffert. Dans un communiqué rendu public le 18 août 2015, la tendance du Front populaire ivoirien, menée par Abdourahmane Sangaré, un fidèle de Laurent Gbagbo, a déclaré ne pas envisager se présenter à l'élection du 25 octobre 2015. La crise est là, mais certaines personnes pensent que juste parce qu'il n'y a plus de bombardements et qu'il n'y a plus de tirs tous les jours, que la crise est terminée. Non, elle n'est pas finie parce que les gens ont encore peur. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire se prépare à définitivement tourner le dos aux violences post-électorales de 2010. En attendant une liste officielle, le Conseil constitutionnel a récemment publié une liste provisoire de 33 candidats. En Égypte, la commission électorale a fixé la date des élections parlementaires du 18 au 19 octobre 2015. Le dépôt des candidatures a été ouvert ce mardi 1er septembre pour ce scrutin complexe et en plusieurs phases. L'Égypte est restée sans parlement depuis juin 2012 après la dissolution de la chambre principale, démocratiquement élue, dominée par les frères musulmans. Explication d'Ibrahima Dioumaba. Les élections législatives auront lieu les 18 et 19 octobre 2015 en Égypte. La commission électorale a officiellement ouvert le dépôt des candidatures mardi 1er septembre. Depuis la suspension de la chambre parlementaire en 2012, l'Égypte était restée sans parlement. Les candidats sont appelés à se faire enregistrer dans les tribunaux du pays. J'ai déposé ma candidature aujourd'hui. La dernière fois, j'avais demandé que les élections soient annulées. Aujourd'hui, tout est en ordre et tout va bien. Si Dieu le veut, je l'espère, je réussirai, ainsi je pourrai servir les intérêts des résidents de ma circonscription et du pays dans son ensemble, parce qu'un député ne sert pas seulement une partie du peuple, mais en tant que citoyen de la nation, si Dieu le veut, de par mon métier d'avocat, ma première ambition est d'examiner les projets de loi et de les modifier. La Chambre des députés est composée de 568 sièges, dont 448 seront élus au scrutin uninominal et les 120 autres au scrutin de liste, avec des quotas pour les femmes, les chrétiens et les jeunes. Le président de la République
peut en nommer un certain nombre, ne dépassant pas 5% des parlementaires. Nous sommes tous très optimistes. Je vois qu'il y a une énergie positive entre un peuple qui en peu de temps a connu 2 révolutions. La prise de conscience quant au vote et la politique est bonne et si Dieu le veut, je prévois que la phase à venir verra une très forte mobilisation. En ce moment, les indépendants ont de très bonnes chances et si Dieu le veut, ce prochain Parlement exercera son pouvoir avec plus de sérieux car il modifiera la Constitution avec un fondement législatif et élaborera plus de 300 projets de loi. Un deuxième tour du scrutin aura lieu du 22 au 23 novembre, a annoncé la commission électorale au cours d'une conférence de presse. Le vote des Égyptiens de l'étranger est prévu du 17 au 18 octobre. L'Égypte est en pleine relance d'une économie malmenée par des années d'agitation politique suite à l'éviction de l'ancien président Hosni Moubarak et à l'insurrection islamiste dans le Sinaï. La tension ne faiblit pas à Bujumbura, capitale burundaise. Au moins 4 personnes ont perdu la vie et une dizaine de policiers ont été blessés après que des combats ont eu lieu dans des quartiers contestataires du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. C'était dans la nuit de mardi à mercredi 2 septembre. Des tirs et des explosions de grenades ont été entendus dans les quartiers sud comme à Musaga, mais aussi au nord, tels qu'à Cibitoke et bien à Ngaraga. 15 personnes ont également été arrêtées. En Somalie, au moins 50 soldats de l'AMISOM auraient été tués dans l'attaque de leur base par les islamistes Shebab ce mardi 1er septembre. Une centaine d'autres soldats sont par ailleurs portés disparus. Cette attaque est la 2e opération d'envergure contre des bases de la mission des Nations Unies en Somalie en 2 mois. Et ce, alors que la force africaine a lancé en juillet dernier une offensive pour déloger les Shebab affiliés à Al-Qaïda. Arwa Barkala. Les soldats de l'Union africaine attaqués dans le sud de la Somalie. Un premier bilan fait état de 50 soldats tués et une centaine de soldats manquent encore à l'appel ce mardi 1er septembre. L'attaque a eu lieu à l'intérieur de la base de Djanalé, à 80 km au sud de Mogadiscio. Il se trouve que sur cette base-là, il semble que la position était dégarnie de certains moyens nécessaires à sa défense parce qu'ils étaient affectés à un autre champ d'opération. Les avions de combat de certains pays, Kenya, Éthiopie, pour ne pas les citer, n'ont pas pu se déployer suffisamment à temps pour venir apporter un appui aux troupes au sol. Donc, il y a eu, par rapport à cet incident en particulier, une indisponibilité du soutien aérien. Et puis, très récemment, il est quand même utile de préciser que l'armement lourd a été en partie retiré à l'AMISOM. Les Shebab somaliens auraient attaqué la base par vagues, envoyant dans un premier temps des véhicules suicides. Les soldats de l'AMISOM ont été surpris dans leur base. On estime à 200 le nombre de Shebab ayant pris part à l'attaque. Pour de nombreux observateurs, c'est toute la stratégie militaire de l'AMISOM qui est remise en cause. En réalité, cet événement tragique, comme je vous le dis, qui intervient après d'autres événements similaires, pose une question majeure. C'est-à-dire, quelles sont les responsabilités stratégiques, tactiques et opérationnelles du commandement de l'AMISOM? Quelles sont les responsabilités politiques qui sont engagées? Quid du renseignement humain? Quelles sont les possibilités en termes de renseignement humain qui permettraient de venir à bout de ce genre d'attaque? Est-ce qu'on ne peut pas fondamentalement se demander, après ce type d'incident, si l'AMISOM, dont on a beaucoup vanté les succès, n'est pas en train de dormir sur ses lauriers? Les armements lourds ont récemment été retirés aux soldats des forces de l'Union africaine. Créées en 2007, les troupes de l'AMISOM comptent 22 000 hommes qui sont déployés auprès des forces pro-gouvernementales. Avis aux amateurs de mode à présent, direction Brazzaville, capitale congolaise et bastion de plusieurs grands stylistes africains. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de l'un d'entre eux, Eric Kanga, qui collabore depuis des années avec les adeptes de la SAP. Reportage de Narcisse Doumbé. Le Congo, pays de la SAP, est un grand consommateur de mode en Afrique. À Brazzaville, la capitale, tenue des grandes maisons de couture occidentales et création des talents locaux se côtoient au quotidien. Eric Kanga fait partie de la génération montante des créateurs de mode congolais. Confronté à la dure réalité du marché de l'emploi, ce technicien supérieur en gestion financière a choisi il y a 15 ans de faire de sa passion pour le vêtement un métier. Et dans la mode, je me suis inspiré plutôt des sapeurs, parce que c'est dans ce créneau-là que je me suis dit, bon, est-ce que je ne pouvais pas apporter une valeur ajoutée à notre société? Et donc, je me suis inscrit d'abord dans la couture. Et étant dans la couture, je me suis dit,
le moyen le plus facile de faire connaître mes créations, c'est dans la sape. Et j'ai saisi quelques mannequins, quelques sapeurs, qui ont fait, n'est-ce pas, l'explosion de mes créations. Cet amour pour l'élégance vestimentaire qui caractérise le Congo attire de plus en plus de stylistes africains. Un brassage culturel bénéfique selon les acteurs. Quand il y a plus de mélange de culture, il y a de nouvelles créations et puis bon, on ne se retrouve plus à porter les mêmes choses ou à toujours faire du surplace. Nous ne faisons qu'un seul pays en réalité, mais dans la distinction, vous allez voir qu'au Congo, on utilise par exemple le raffia, ailleurs on utilise le pan. Et moi je pense que ce brassage ferait de sorte que nous puissions encore une fois aller de l'avant, que nous puissions mettre la mode, n'est-ce pas, en premier lieu dans notre échange culturel. L'une des plus grosses difficultés à laquelle sont confrontés les stylistes de Brazzaville, c'est l'acquisition des tissus et autres accessoires. L'essentiel est importé. De nombreux rendez-vous, tels que la Brazza Fashion Night ou encore le défilé de mode haute couture, encore appelé Congo Fashion Week, permettent à la capitale congolaise de rassembler tous les ans les créateurs de mode africains venus des 4 coins du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.